Bureaucratie totale, bullshit jobs, stupidité fonctionnelle ou médiocratie, les plus percutantes parmi les critiques des systèmes managériaux contemporains semblent converger quant à la désignation d'un ennemi commun. Cet ennemi, c'est le principe même de la hiérarchie des structures. À la hiérarchie, en effet, on reproche volontiers toutes sortes de choses, la négation de l'intelligence des foules, l'asymétrie d'information entre les hiérarques d'un côté et les exécutants de l'autre, enfin le manque de transparence. La distance aussi qu'elle ne manque pas de créer entre les personnes de travail qui n'ont plus entre elles que des rapports hiérarchiques, c'est-à-dire des rapports fonctionnels, dépourvus d'empathie et qui ne font que creuser l'incompréhension générale et la pauvreté des relations personnelles. S'en suivraient les petites et les moyennes, voire les grandes catastrophes de la vie des entreprises et des administrations par dysfonctionnement autocratique en haut des sphères, par interdiction de remettre en cause des processus surmonitorés au niveau inférieur. Plus personne ne s'interrogeant sur la singularité des situations vécues, d'où des catastrophes en série dans tous les domaines de l'industrie, de la chirurgie, de la santé publique ou du transport aérien. C'est du reste pour lutter contre cette forme ramifiée de la banalité du mal que des propositions comme l'entreprise libérée, sous-entendu libérée du principe hiérarchique, ont fait florès depuis quelques années. Mais qu'est-ce au juste qu'une hiérarchie? Telle est la question sur laquelle s'interroge John Child, professeur de commerce à l'université de Birmingham et fellow de la British Academy, dans un ouvrage où il l'a défini comme un système où les membres sont rangés selon un certain statut, induisant donc de fait des relations inégalitaires. Essai dans lequel il s'empresse d'ajouter que ce phénomène est inévitable, ainsi que le met en évidence l'histoire des organisations. Elle est en fait la seule solution jamais trouvée au problème de l'autorité, ou plus précisément au manque d'autorité. C'est ainsi que pour Taylor, l'usine est composée de managers, de contremaîtres et d'ouvriers, qu'un club de foot de Liga a un entraîneur, un adjoint et un préparateur physique, que l'église catholique est constituée d'évêques, de prêtres et de diacres. On pourrait multiplier les exemples. Ces organigrammes sont supposés donner de la clarté et de la stabilité, ainsi que le justifiait déjà, affirme l'auteur, Platon en personne. Et quand bien même ces organigrammes ne diraient rien du pouvoir réel des membres de l'organisation, comme cela arrive parfois, combien de chefs sans autorité en effet, c'est pour mieux comprendre le caractère d'autant plus inévitable de leur présence, car lorsque les hiérarchies formelles voient leur importance chuter, c'est au bénéfice de hiérarchies plus informelles, de sorte que le principe reste peu ou prou le même, car à l'inverse, si les hiérarchies informelles perdent de l'influence, c'est alors que l'organigramme officiel redevient décisif pour la prise de décision. Le problème est en fait ailleurs que dans la disparition supposée, pure et simple, du quasi-universel principe de subordination, entrevu nulle part, que dans son manque de légitimité et d'efficacité dans un monde de plus en plus complexe qui semble donner l'avantage aux structures en réseau, par définition moins verticales. Dès lors, indique l'auteur, les organisations plates paraissent offrir le meilleur dispositif dans un monde qui ne l'est pas. Elles facilitent l'engagement des salariés, favorisent la communication à tous les niveaux et la codétermination sur le modèle de management à l'allemande. L'auteur évoque l'holacratie fondée sur l'auto-organisation des équipes de travail, mais il insiste surtout sur la nécessité toute démocratique de pouvoir sans cesse demander des comptes au management sur les actions engagées. Bref, de se rapprocher de solutions hétérarchiques qui donnent plus de place à l'intelligence collective dans la résolution des problèmes et à la préservation du bien commun. C'est-à-dire des réseaux décentrés, sans pyramide, ou représentation rigide en tout cas, en permanente métamorphose qui font penser à ce que les philosophes Deleuze et Guattari présentaient sous la forme du rhizome, la tige souterraine de certaines plantes dont la face intérieure donne naissance à des racines adventives. Pour filer la métaphore végétale donc, l'avenir des organisations serait plus rhizomatique qu'arborescent. Mais un deuxième tome sur cet avenir botanique qui demeure en jachère et que les théoriciens des organisations feraient bien de cultiver reste provisoirement à écrire.